Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble le cours de l'hypersensibilité de type 4. Donc l'hypersensibilité de type 4, qu'on appelle aussi l'hypersensibilité retardée, est une réponse immunitaire pathologique exagérée ou excessive, dont les mécanismes lésionnels sont médiés par les composants de l'immunité cellulaire. Les lésions surviennent 24 à 72 heures après contact avec le même antigène à l'origine de la sensibilisation, c'est-à-dire rencontrée lors du premier contact. Donc, selon la classification de Gell et Coombs, donc l'hypersensibilité retardée, c'est une hypersensibilité de type 4 qui survient 24 à 72 heures après le contact avec l'antigène qui a provoqué donc la sensibilisation. Donc le mécanisme, donc c'est une immunité cellulaire, c'est pas comme les trois autres types où l'effecteur est donc sous forme d'immunoglobulines, يعني des anticorps. هنايا c'est une immunité cellulaire liée à des lymphocytes CD4, TH1 et TH2, et des lymphocytes CD8 cytotoxiques et même des macrophages. Donc des exemples cliniques, on a la dermatite de contact et le rejet de greffe. Donc l'hypersensibilité de type 4, on l'appelle aussi l'hypersensibilité retardée ou à médiation cellulaire. Elles sont liées donc à l'activation des macrophages par les lymphocytes auxiliaires de type TH1. En effet, l'hypersensibilité retardée ou de type 4 se développe en deux étapes, une étape de sensibilisation et une étape effectrice. Donc, la première étape, qui est l'étape de sensibilisation, elle correspond au premier contact avec l'antigène en cause, c'est la phase de sensibilisation. C'est une phase silencieuse cliniquement, il n'y a pas de symptômes, caractérisée par l'absence de signes cliniques ou de lésions. L'antigène est capté, apprêté, il va subir un phénomène d'apprêtement et de processing dans les cellules présentatrices d'antigènes pour qu'il soit présenté par ces CPA au niveau des ganglions lymphatiques ou lymphocytes naïfs. Bien sûr, les lymphocytes CD4 naïfs. Sous l'action de l'interleukine 12, ces lymphocytes TH1 vont se différencier en lymphocytes TH1, en lymphocytes T helper 1, lymphocytes auxiliaires 1, qui ont un rôle dans l'immunité cellulaire. Donc, les états d'hypersensibilité retardée au type 4 sont donc médiés par les composants cellulaires et humoraux de la voie TH1. La deuxième étape, c'est l'étape effectrice ou la phase réactionnelle. Elle survient 24 à 72 heures après un contact ultérieur avec le même antigène qui a provoqué la sensibilisation. Donc, elle entraîne donc l'activation, elle se caractérise donc par l'activation des lymphocytes cytotoxiques et des lymphocytes helper 1 sensibilisés. Les lymphocytes cytotoxiques effecteurs agiront directement sur les cellules cibles par la libération des protéines cytotoxiques comme la perforine et les grands enzymes. On a les lymphocytes cytotoxiques, bien sûr, c'est les lymphocytes CD8. Lymphocyte TH1 sécrète les molécules suivantes. Elle sécrète des chimiokines telles que l'interleukine 8, douée de propriétés chimiotactiques pour les cellules donc inflammatoires. Les cytokines interleukine 2, interféron gamma, TNF-alpha et le MIF qui est le facteur d'inhibition des macrophages et le MFF qui est le facteur de fusion des macrophages. Là, c'est un schéma qui représente donc les éléments intervenant dans la réaction d'hypersensibilité de type 4. Donc, les lymphocytes TH1 sensibilisés donc, vont sécréter l'interféron gamma qui va activer les macrophages. Donc, on va avoir des macrophages actifs. Donc, il va sécréter donc des enzymes lysosomales, des dérivés oxygénés et nitrés, et donc ils vont donc avoir une activité phagocytaire plus importante. Et ici, on a les lymphocytes cytotoxiques qui va agir donc par le système donc cytotoxique grand enzyme perforine et le FAS ligand avec le FAS. Ils vont donc exercer leur cytolyse par ces mécanismes de cytotoxicité.
Les formes cliniques de l'hypersensibilité retardée. Donc la réaction tardive au retardé est impliquée dans l'apparition des lésions dans les situations cliniques suivantes. Donc on a les infections bactériennes chroniques intracellulaires telles que la tuberculose, la lèpre et la brucellose. Les infections fongiques telles que l'histoplasmose et le blastomycose. Les infections virales telles que l'herpès et l'orion. La dermatite de contact ou la dermatite allergique de contact. Donc, soit donc au contact des plantes vénéneuses telles que le fougère et la chêne. Les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite de Hashimoto, le diabète sucré de type 1 et la maladie cœliaque. Il existe 4 types d'hypersensibilité retardée. Ils diffèrent principalement par le délai d'apparition des lésions, l'aspect clinique, la nature de l'infiltrat cellulaire et le type d'antigène à l'origine des lésions. On va développer les 4 types. Donc je répète, là elle diffère les 4 types d'hypersensibilité, elles diffèrent selon le délai d'apparition des lésions, l'aspect clinique, la nature de l'infiltrat cellulaire et le type de l'antigène à l'origine. Donc on a l'hypersensibilité de contact. Le délai d'apparition c'est entre 48 heures à 72 heures. L'aspect clinique, on va avoir donc un eczéma. Donc c'est la dermatite de contact, donc on va avoir un eczéma. L'aspect histologique, donc on va trouver donc les lymphocytes T, CD8 cytotoxiques et les lymphocytes CD4 auxiliaires et les macrophages. Et l'antigène, donc il est au niveau donc épidermique. Donc il peut être donc la cause le chrome, n'importe quelle donc une substance donc chimique ou la minérale. Tuberculinique. Donc, l'hypersensibilité type 4 de nature ou de type tuberculinique, telle que la tuberculose. Donc, le délai d'apparition, c'est 48 heures à 72 heures. La réaction, elle est sous forme d'induration ou la tuméfication. L'aspect histologique, c'est TCD8 et TCD4 et les macrophages. L'antigène et les intradermiques. Comme l'exemple, c'est comme l'exemple exactement le vaccin de la tuberculose. Le vaccin de la tuberculose, vous allez remarquer qu'il y aura 48 heures à 62 heures après, il va y avoir une induration et une tuméfaction. Ou là, le test tuberculinique. Lorsqu'on suspecte la tuberculose, on peut faire le test tuberculinique. Tani, il va donner cet aspect d'induration et de tuméfication. Et généralement, ils font la lecture 3 jours après. On a aussi donc l'hypersensibilité retardée du type granulomateuse. Donc le délai de réaction c'est 4 semaines. L'aspect clinique, donc un nodule induré, un nodule donc induré. L'aspect histologique, donc on va voir un granulome qui contient des cellules épithéloïdes, donc des macrophages fusionnés. Et l'antigène, c'est un antigène donc persistant dans les macrophages. Le 4e type donc, qui n'était pas montré dans le tableau, c'est l'hypersensibilité retardée de John Smoot. Donc, elle était décrite initialement dans les modèles expérimentaux. Le délai d'apparition des lésions est de 24 heures après le contact avec l'antigène. Elle fait suite à l'injection des protéines sans adjuvant. Les lésions sont de type inflammatoire local et transitoire et d'intensité faible. On trouve donc des basophiles dans l'infiltrat cellulaire, d'où sa dénomination donc, par les anglophones comme basophils, delayed
hypersensitivité. Donc basophile, delayed, hypersensitivité. Pour le type, donc pour l'hypersensibilité retardée de contact, l'exemple c'est la dermatite de contact. Donc l'exemple clinique, ou la dermatite de contact, elle est caractérisée comme les autres types d'hypersensibilité retardée par les deux phases. La phase d'induction, la sensibilisation et la phase effectrice. Donc dans la phase d'induction, c'est la phase qui survient lors du premier contact avec un aptène de poids moléculaire inférieur. L'essentiel, c'est pas important le poids moléculaire, l'essentiel, c'est un poids moléculaire faible. Donc, je répète, la phase d'induction, c'est la phase qui survient lors du premier contact avec un aptène de poids moléculaire donc très faible. L'aptène, donc, ce sont donc des molécules qui ne peuvent pas provoquer donc une immunisation, donc ne peuvent pas engendrer une réponse immunitaire, sont donc une molécule carrière, une molécule porteuse. Donc c'est pour cela, après donc la liaison avec la molécule porteuse, ils sont immunogènes, c'est-à-dire ils peuvent engendrer une réponse immunitaire. Il n'y a pas le poids moléculaire, mais pour vous, c'est 1 kg Dalton ou la 1000 Dalton. D'accord? Donc, la phase d'induction survient lors du premier contact avec un aptène qui est de poids moléculaire normalement inférieur à 1 kg Dalton ou la 1000 Dalton. Ce sont les molécules rencontrées dans la vie quotidienne ou professionnelle. La pénétration est percutanée et le couplage va se faire par des liaisons covalentes avec une protéine porteuse. La prise en charge va être bien sûr, madame Flapeau, ce sera donc par les cellules de Langerhans, qui sont les cellules présentatrices d'antigènes de la peau. Il va y avoir une migration donc vers les ganglions lymphatiques régionales, exactement la zone paracorticale dans les ganglions où il y a la zone T. Dans cette zone, il y a les cellules présentatrices d'antigènes, des cellules exactement interdigitées. Ces cellules présentatrices d'antigènes, ils vont présenter donc aux lymphocytes T, CD4 et CD8. On va voir une expansion clonale, bien sûr spécifique à l'antigène, des effecteurs T et des cellules mémoire. Donc on va voir les effecteurs T, CD4, yani T helper, ou des effecteurs CTL, yani des lymphocytes cytotoxiques, mais les CD8, mais aussi des lymphocytes TCD4 et TCD8 mémoire spécifique. Donc c'est une réaction, l'image c'est une réaction d'hypersensibilité de type dermatite de contact suite à une tentative de tatouage d'un scorpion au niveau de bras. Donc d'allouer un tatouage où il a laissé donc une lésion de type hypersensibilité retardée, type dermatite de contact. C'est un tableau qui montre les allergènes à l'origine de l'apparition de l'hypersensibilité de contact, retardée de contact. Donc, les différentes molécules qui peuvent provoquer donc, au contact avec la peau cette hypersensibilité de contact. Le ciment, les teintures colorants, les teintures et les colorants capillaires, donc les coiffeuses. Donc les peintures, donc on va voir ça entre les peintres. Les produits, donc les molécules conservateurs, les antiseptiques. Utiliser donc les antiseptiques, sparadrap. Lors de sparadrap, les gens ont une réaction lorsque donc il met le sparadrap. Ça, c'est une hypersensibilité de contact. Les cosmétiques, qui font une allergie suite à une utilisation donc d'un produit cosmétique. L'industrie de caoutchouc, le métallurgie, bicarbonate le bichromate de potassium, parabènes, etc. Donc l'anoline, donc il y a plusieurs. Donc l'industrie de la caoutchouc, il y a les gants en latex. Les gens qui font une allergie
aux gants en latex. Hadouk عندهم une perceptibilité de contact. Il y a plusieurs, les lessives, les huiles minérales, le formaldéhyde, le goudron de bois, etc. Après la phase d'induction, on a la phase d'expression. Lors des contacts ultérieurs, donc on va avoir une réaction 24 à 48 heures après, au point de contact. On sera le contact avec la substance. Elle va se manifester sous forme d'un érythème, œdème et l'apparition des vésicules, donc la vésiculation. Il va y avoir donc un phénomène où il y a la présentation où lymphocytes T sensibilisés mémoire dermique, parce que pour le premier contact on a des lymphocytes T CD4 et CD8 sensibilisés, donc on a des lymphocytes T helper mémoire ou des lymphocytes T CD8 cytotoxique mémoire. Donc dès le contact au deuxième fois donc lors de contact un contact ultérieur, il va y avoir donc une présentation aux lymphocytes T qui sont déjà sensibilisés. La réponse va être rapide. Donc les CPA ils ont présenté à une lymphocyte T CD4 ou CD8 naïve. La sensibilisation, la présentation pardon, a une lymphocyte T CD4 ou CD8 mémoire. Donc la réponse va être plus rapide. Donc présentation au T sensibilisé mémoire dermique parce qu'on est au niveau dermique. Donc il va y avoir donc la sécrétion des cytokines interleukine 2 interféron gamma et TNF alpha. Il va y avoir la sécrétion des chimiokines interleukine 8. L'interleukine 8 c'est le CXCL8. Aussi le CXCL9, 10, 11, le CXCR3. Les chimiokines déjà ont une action donc chimiotactique à les cellules macrophagiques. Donc, on va avoir un infiltrat des cellules mononucléées, mais pas seulement les macrophages. On va avoir d'abord, on va appeler d'autres CD4, donc on va faire le chimiotactisme vers d'autres lymphocytes T CD4 et CD8. Donc, on va attirer aussi des macrophages. Et l'envahissement de derme va être fait en 24 à 48 heures par ces cellules mononucléées qui est faite par les lymphocytes CD4 et CD8 et les macrophages. Il va y avoir donc une activation locale des T, CD4 et CD8 et des macrophages. Donc l'activation macrophagique va être par l'interféron gamma surtout, mais aussi le TNF alpha, alors que l'activation des lymphocytes T, CD8 donc va être par l'interleukine 2. Les lymphocytes CD8, une fois activés, ils vont agir par leur mécanisme donc cytotoxique, où le face ligand en contact avec le face sur les cellules donc alésées, ou par le système perforin grand enzyme. Troisième phénomène qu'on va voir, c'est l'apoptose des kératinocytes. Parce que tous ces phénomènes donc, de cytotoxicité, qu'ils soient par les cellules de l'immunité innée ou les macrophages ou les cellules spécifiques ou les CD8, va être donc contre parce qu'on a fait la peau, donc va être fait sur les kératinocytes sur lesquels s'est déposée la substance chimique ou la minérale qui a provoqué donc cette allergie de type 4. Donc on va avoir l'apoptose par ces mécanismes donc cytotoxiques. Il va y avoir l'apoptose des kératinocytes. Parce que déjà, on a induit donc, le mécanisme FAS, parce que les kératinocytes, ils expriment le FAS. Donc, le FAS ligand sur les CD8, il va se lier à son ligand ou le FAS, il va déclencher l'apoptose. Les kératinocytes, aussi, donc, l'interféron gamma, il a activé les macrophages, et les macrophages donc, vont déverser les lysosomes et leurs dérivés donc, nitrés et oxygénés. Ils vont provoquer aussi donc, la lyse et l'apoptose de cette kératinocyte. Dans les états d'hypersensibilité de type 4, exactement de type contact, les lésions sont souvent de type eczématiforme. Donc c'est comme un eczéma. Ils surviennent au niveau de la zone de contact avec l'allergène causal. Qui maintenant, on a un exemple, quelqu'un qui a porté donc un gant en latex. Donc les lésions, c'est au niveau, on va les voir au niveau de la main.
Vous voyez donc les vésicules. Les allergènes à l'origine des états d'hypersensibilité les allergènes à l'origine des états d'hypersensibilité immédiate ou de type 1, donc qu'ils soient pneumallergènes, yani respiratoires, ou trophallérgènes, c'est-à-dire alimentaires, peuvent aussi déclencher des états d'hypersensibilité retardés. L'exemple, c'est l'état d'hypersensibilité retardée dû aux protéines de lait de vache. C'est-à-dire, quelquefois, on a un allergène qui peut provoquer les deux hypersensibilités. Il provoque, après quelques minutes, 15 à 20 minutes, une hypersensibilité de type 1, comme ils peuvent provoquer, non, une hypersensibilité de type 4. Malgré, normalement, c'est un allergène d'hypersensibilité type 1, mais ils peuvent activer, donc déclencher une réponse de type cellulaire qui se déclenche 24 à 48 heures et par conséquence, malgré c'est un allergène, mais l'hypersensibilité type 1, mais il a déclenché des mécanismes de l'hypersensibilité retardée. Donc par conséquent, nous sommes devant une hypersensibilité retardée, un trophallérgène qui est l'exemple de l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc lors du premier contact, il y a donc la sensibilisation à les lymphocytes T. Lors du deuxième contact, ces lymphocytes T, qu'ils soient CD4 ou la CD8, vont sécréter des lymphokines, voilà, des chimiokines, des cytokines, qui vont donc activer les lymphocytes T au niveau de l'épithélium intestinal. Ils vont activer aussi les macrophages et par conséquent la phagocytose. Et les lésions vont être au niveau, donc les lésions vont être au niveau intestinal. Le troisième type d'hypersensibilité retardée, c'est l'hypersensibilité retardée à la tuberculine. Donc l'apparition de ce type de lésion passe par les deux phases suivantes. Une phase d'induction où le sujet est contaminé par le bacille tuberculeux, le bacille de Koch, ou vacciné par le BCG. Et le délai est de quelques semaines. Donc, la phase d'induction, on a un sujet contaminé soit par le bacille tuberculeux, soit il est vacciné par le BCG. Le délai, on va voir donc la manifestation et la réaction après quelques semaines. La deuxième phase d'expression, on a l'exemple le vaccin ou le test à la tuberculine. Donc on va prendre un extrait de BK qui est la tuberculine. On va faire une injection intradermique 24 heures plus tard. Généralement, on demande la lecture 2 jours ou 3 jours après l'injection. Donc, il va y avoir l'apparition d'une réaction d'hypersensibilité retardée à la tuberculine qui va se caractériser par la survenue des lésions suivantes. On va avoir donc un érythème plus une induration et on peut voir aussi des phlectènes et une nécrose. L'intensité maximale est atteinte 48 heures à 72 heures après le deuxième contact. L'étude de l'infiltrat révèle la présence d'une infiltration de derme par des cellules mononucléées type lymphocytes, lymphoblastes et macrophages et peu de polynucléaires. Donc on peut avoir donc une réaction donc locale. Donc se forme d'une adénite ou la arthrite ou la lycite d'ancienne intradermoréaction. Comme on peut avoir une réaction générale de type de fièvre. La phase de guérison, donc c'est la restitution intégrale de tissus sans cicatrice. L'exemple là, c'est la tuberculose. Donc la détection des tuberculoses latentes, l'éradication de la tuberculose dans les pays industrialisés repose sur le diagnostic et le traitement de l'infection tuberculose latente.
pour vous montrer malheureusement même les exemples de l'hypersensibilité retardée, c'est la tuberculose latente. Et ce sont eux qui sont les plus difficiles parce que la tuberculose donc apparente, déjà donc elle est claire, elle est là, donc on peut la traiter. Mais malheureusement, quelquefois, la tuberculose est là, il y a de la tuberculose chez le malade, mais elle est sous forme latente. Donc le malade il est malade, mais c'est inaperçu. Donc c'est une forme peu symptomatique, donc c'est difficile de détecter le malade qui pose problème. Et quelquefois, c'est à cause de ces formes latentes qu'il y a la contagion. Donc, ils peuvent, donc, ces patients être contagieux sans savoir. Donc, ce sont des gens qui ont toujours donc, le BK à l'intérieur de leur macrophage. Le quatrième type, c'est l'hypersensibilité granulomateuse. Elle est considérée cliniquement comme la forme la plus importante de l'hypersensibilité retardée. Elle résulte de la présence persistante d'antigènes dans les macrophages, souvent des micro-organismes que ce dernier est incapable de détruire, c'est-à-dire que les macrophages, malgré qu'ils ont phagocyté l'antigène, mais ils n'arrivent pas à le détruire. C'est une résistance à la bactéricidie. Donc les germes ou les micro-organismes, malgré à l'intérieur de phagosomes, mais ils ont une capacité de résister à la bactéricidie. Donc ils vont rester quiescentes à l'intérieur des macrophages. Parfois, le mécanisme peut être dû à la présence d'émas complexes, des complexes émas comme dans l'alvéolite allergique. L'exemple de l'hypersensibilité de type 3. La conséquence est une stimulation donc, chronique des cellules T et la libération des cytokines. À cause de ces antigènes, toujours à l'intérieur de la macrophage qui n'arrive pas à dégrader, donc le système immunitaire il reste toujours en stimulation. Donc cette conséquence de stimulation chronique des lymphocytes, il va y avoir donc toujours une stimulation des lymphocytes et toujours de la libération des cytokines. À cause de cette stimulation du système immunitaire en continu, où les lymphocytes ou la sécrétion des cytokines, telles que l'interféron gamma, pour activer les macrophages, il va y avoir un processus inflammatoire qui va provoquer la formation des granulomes. Le site où les macrophages, où l'antigène, il va y avoir la formation des granulomes à cellules épithélioïdes. Les cellules épithélioïdes, ce sont des macrophages activés qui vont fusionner pour fermer ces cellules épithélioïdes. Normalement, vous avez parlé de cet aspect en anapathie. Comme pour les agents infectieux, la formation des granulomes immunologiques peut également se produire après sensibilisation au zirconium ou au beryllium et dans la sarcoïdose et la maladie de Crohn. Donc, c'est des exemples à l'hypersensibilité donc granulomateuse. يعني ماهمش شرط toujours عندنا un germe tel que le lèpre ولا non يقدر يكون donc suite à des substances chimiques يقدر يكون كيما la maladie de Crohn واللي هي maladie auto-immune وين عندنا هذا la formation de granulome mais c'est la cause c'est donc auto-immune, c'est pas un micro-organisme extrinsèque. La sarcoïdose هي une maladie donc auto-inflammatoire où le mécanisme même il n'est pas connu, mais il y a la formation de ces granulomes, malgré qu'il n'y a pas un antigène extrinsèque. Les caractéristiques des lésions granulomateuses, les granulomes sont également produits à la suite de certains stimulés non antigéniques, tels que le talc, la silice. Ces granulomes non immunologiques se distinguent par l'absence des lymphocytes dans la lésion. Donc je répète, les granulomes sont également produits à la suite de certains stimulés non antigéniques, tels que le talc et la silice, et c'est dans ce cas de figure, ces granulomes sont non immunologiques et se distinguent aussi par conséquence par l'absence des lymphocytes dans les lésions. L'hypersensibilité donc granulomateuse est marquée par la présence des cellules caractéristiques
que sont les cellules épithélioïdes. Donc, lorsque je dis hypersensibilité type 4, type granulomateuse, ça veut dire que je parle à des lésions où il y a des cellules épithélioïdes. C'est la caractéristique de l'hypersensibilité granulomateuse, c'est les cellules épithélioïdes. Donc, dans l'hypersensibilité granulomateuse, on a des cellules épithélioïdes qui sont des cellules de grande taille, aplaties, avec un réticulum endoplasmique développé. L'origine de ces cellules n'est pas connue, mais on pense qu'elles dérivent de macrophages. Donc, pour le moment, on dit que c'est des macrophages activés qui sont fusionnés. Donc, qui est activé donc en permanence. Donc, on pense qu'elles dérivent de macrophages qui sont activés en permanence par des cytokines et continuent donc de sécréter le TNF-alpha. Il faut également noter la présence des cellules multinucléées géantes, ou les cellules de Lanx, suite à la fusion des cellules épithélioïdes. Ces cellules géantes ont un réticulum endoplasmique peu développé, ainsi que de mitochondries et des lysosomes en voie de dégénérescence. Donc, on a les cellules épithélioïdes, on pense que c'est des fusions des macrophages, ou on a des cellules géantes, qu'on pense en plus une autre fusion entre les cellules épithélioïdes. Je t'arrête les cellules géantes. Donc, ces cellules géantes, on a dit ça, donc on a parlé de ça. Pour ces raisons, on pense que les cellules constitueraient une étape terminale de différenciation de monocytes et de macrophages. Voilà, on pense que ces cellules, qu'ils soient épithélioïdes ou les cellules géantes, elles constituent donc une étape terminale de différenciation des monocytes macrophages. Donc ça c'est un schéma qui montre donc la formation d'un granulome dans la tuberculose. On donne l'exemple de la tuberculose. Donc, on a le Mycobacterium tuberculosis, donc va être capté par une cellule présentatrice de l'antigène. Il va présenter donc à une cellule TCD4 pour donner donc des cellules donc T helper type 1 qui normalement donc la réponse immunitaire donc normale et donc il va activer les macrophages qui vont donc va être plus phagocytaires et vont donc être plus bactéricides pour dégrader ces bactéries phagocytées. Quelquefois donc on a une hypersensibilité de type 4. يعني على بالنا بلي راهو la tuberculose كيما la tuberculose pulmonaire elle est caractérisée par l'apparition d'un granulome au niveau de l'exemple تاع la tuberculose respiratoire pulmonaire. La tuberculose pulmonaire حيكون عندنا au niveau de parenchyme pulmonaire la formation d'un granulome. هذه l'image تاع un granulome. Dans le granulome عندنا des cellules mononucléées type lymphocyte T. حيكونوا عندنا les cellules épithélioïdes suite à cette activation des macrophages qui peuvent fusionner pour donner des cellules géantes. Par la suite, هذه الكارactéristique تاع la tuberculose هتكون عندنا donc l'apparition تاع la nécrose تاع les cellules هادو et par conséquent la formation d'un nécrose casieuse. La nécrose casieuse est caractérisée parce qu'aucun des granulomes sont nécrose casieuse. La tuberculose elle est caractérisée par un granulome avec nécrose casieuse suite à la lyse de ces cellules. L'exploration. Donc, comment explorer donc ce type d'hypersensibilité? On a les tests cutanés qu'on appelle les tests cutanés à positivité tardive. On a les patch tests utilisant l'antigène suspecté. On l'utilise souvent sur le dos de patients. La lecture va être après 48 heures jusqu'à une semaine. Et on va bien sûr rechercher l'apparition des lésions eczématiformes. Donc, on va un patch, en contact avec la peau de le dos. La lecture va être 48 heures jusqu'à une semaine selon l'antigène, suspecté ou la maladie suspectée. Et on va rechercher cette lésion eczématiforme. D'accord? On a aussi donc d'autres techniques, mais le patch test, ou l'intradermoréaction. On a parlé de ça, le type donc l'hypersensibilité retardée donc à la tuberculine. On a parlé de une intradermoréaction à la tuberculine
on va faire la lecture 48 heures après 72 heures. هادو ثاني نقدروا نوتيليزيهم si je suspecte par exemple une tuberculose ou la maladie de lèpre. Donc suspecter la lèpre ou suspecter la tuberculose. نقدر نديرها même في la sarcoïdose etc. نقدر ندير des tests à l'intradermoréaction. Mais il faut savoir que ce test a des limites. Donc c'est un geste difficile à maîtriser. Il est subjectif, donc la lecture elle est subjective et parce que c'est un test, il faut être bien réalisé pour que la lecture correcte, donc il est subjectif, il est de sensibilité moyenne, elle est de sensibilité donc moyenne. La faible spécificité est sans doute l'inconvénient majeur. Parce que y a un autre problème, c'est la réaction croisée avec le BCG et les mycobactéries non tuberculeuses. C'est-à-dire, quelquefois, il y a positif, mais ce n'est pas parce que vous êtes devant une tuberculose. C'est pour cela que je dis que la spécificité elle est faible. C'est parce que je suspecte que le patient a la tuberculose. On va dire l'intradermoréaction. Mais il faut savoir, même si il est positif, ça ne veut dire pas à 100% que c'est un mycobacterium tuberculosis. Ce n'est pas 100% le patient est infecté par le mycobacterium tuberculosis. Alors, parce que quand il y a des réactions croisées, on peut avoir une intradermoréaction positive, mais parce que est infecté par une mycobactérie, mais qui n'est pas tuberculose. Une autre parce que la mycobactérie donc on a la mycobactérie tuberculosis ou on a d'autres mycobactéries. Ils peuvent être malades un autre type de mycobactérie. Donc c'est une réaction croisée. Actuellement, donc on préfère de la remplacer par les alternatives biologiques. Mais elle est utilisée. Jusqu'à maintenant, il utilise l'intradermoréaction. On a les tests aussi de transformation lymphoblastique. On a aussi le test de transformation lymphoblastique. Donc on va prendre donc des cellules mononucléées telles que les lymphocytes. On va les mettre en contact avec l'antigène. Normalement, si c'est l'antigène spécifique, il va y avoir donc la prolifération. Et pour apprécier cette prolifération, donc on va incorporer la thymidine tressier pour visualiser la prolifération cellulaire. Donc la thymidine tressier pour qu'elle soit incorporée donc dans l'ADN. Donc pour visualiser la prolifération cellulaire. L'inconvénient majeur de cette technique, c'est l'utilisation des marqueurs isotopes. Donc si c'est positif, on va avoir la culture. Si ce n'est pas l'antigène spécifique, donc il n'y aura pas une prolifération. Le test d'activation, on a aussi lymphocytaire in vitro. La même chose, donc on va prendre des cellules mononucléées, on met les mettre en contact avec l'antigène. On peut donc reconnaître l'activation par deux méthodes, soit par l'évaluation des marqueurs d'activation, par la cytométrie en flux, cytométrie de flux, et donc qui est capable donc de détecter les marqueurs cellulaires en utilisant des anticorps anti-marqueurs. Donc si je veux rechercher le marqueur d'activation qui est le CD25, je vais utiliser un anticorps anti-25 marqué par un anticorps. Je vais utiliser un anti-CD25, un anticorps anti-CD25 qui est marqué par un fluorochrome qui donne donc une fluorescence qui peut être lue par cet appareil sophistiqué qui est le cytomètre en flux. C'est des techniques sophistiquées qui ne sont pas demandées en première intention. Donc. Ce ne sont pas demandées en première intention, donc ils peuvent être demandés par la suite. Si donc ils sont disponibles bien sûr. Comme on peut aussi donc savoir s'il y a une activation, donc savoir s'il y a une activation ou là par le dosage des cytokines sur le sang agent, parce que si cette cellule est en contact avec leur antigène spécifique, ils vont se proliférer. Donc on peut savoir, ils vont s'activer, ils vont se proliférer. Qui fait cette activation, soit par la recherche des marqueurs d'activation à la surface des cellules par cytométrie de flux, ou là par le dosage des cytokines sur le sang agent par technique ELISA.
هنايا عطيناكم l'exemple c'est le diagnostic d'une infection tuberculeuse latente. Donc يا اخي قلنا بلي راهو واحد تصرا une donc présentation تاع l'antigène mycobactériel par les CPA ou lymphocytes T sensibilisés qui sont les